Le crissement strident des freins sur le boulevard périphérique, en pleine heure de pointe. J'avais l'impression que mes tympans allaient exploser, mais même ce vacarme ne pouvait étouffer mon long soupir. Je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, et agrippée à mon volant, je me frayais un chemin à travers les embouteillages parisiens, espérant rentrer à temps pour préparer le dîner. Une journée entière de travail acharné au bureau, les rapports interminables et les chiffres m'avaient vidé de toute mon énergie. Pourtant, je savais que la véritable bataille allait commencer, dès l'instant où je franchirais le seuil de notre appartement de standing. Situé dans le très chic 16e arrondissement, c'était ce lieu que Jean et moi appelions notre petit nid. En poussant la porte, j'ai découvert une scène familière, à en donner la nausée. Mon mari, Jean, était avachi sur le canapé du salon, les yeux rivés sur son téléphone, totalement absorbé par un jeu vidéo. Les bruits de tirs et d'explosions résonnaient dans tout l'appartement. À ses côtés, sa mère, Sylvie, ma belle-mère, était assise les jambes croisées. Elle épluchait des fruits, tout en regardant une énième série à la télévision. Aucun d'eux n'a même daigné lever la tête pour me regarder, et encore moins pour me demander si j'étais fatiguée après ma journée de travail. En silence, je me suis dirigée vers la cuisine avec mes sacs remplis de courses. J'ai retroussé mes manches, et je me suis mise au fourneau. L'appartement était spacieux et luxueux, situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de la capitale. De l'extérieur, tout le monde soupirait d'admiration en disant « Quelle chance elle a, d'avoir épousé un Parisien avec un si bel appartement ». Mais peu de gens connaissaient l'amère vérité, celle qui se cachait derrière cette façade étincelante. Pour acheter ce bien, mes parents, qui vivaient en province, avaient dû, la mort dans l'âme, vendre un terrain pour lequel ils avaient économisé toute leur vie. Ils avaient ainsi réuni 1 million d'euros, pour l'apport initial. Le reste, soit une mensualité de crédit de 4 000 euros, je le payais seul, avec mon salaire qui n'était pourtant pas mirobolant. J'en travaillais comme simple employé de bureau, mais son salaire lui suffisait tout juste pour ses dépenses personnelles. Chaque mois, il inventait des excuses, prétextant des rendez-vous d'affaires avec des amis pour garder son argent, et il ne m'a jamais donné un seul centime pour les frais du ménage. Même nos cadeaux de mariage, des bijoux en or d'une valeur de plus de 8 000 euros, offerts par nos 2 familles, avaient été confisqués par Sylvie. Elle prétendait les prendre, temporairement, pour un placement avantageux. Depuis ce jour, ces bijoux s'étaient volatilisés. Lorsque j'essayais d'aborder le sujet, elle m'ignorait d'un geste de la main, me traitant de belle fille mesquine et calculatrice. Après avoir passé plus d'1 heure dans la cuisine, j'ai dressé la table, un bœuf bourguignon fumant, un gratin dauphinois aux champignons, une macédoine de légumes, et une assiette de cornichons. C'étaient les plats préférés de ma belle-mère et de mon mari. J'ai soigneusement servi la viande dans les assiettes, et je les ai poliment appelés à table. Sylvie s'est levée du canapé à contre-cœur. Avec une expression lourde, elle s'est approchée de la table. Elle a pris sa fourchette, a picoré dans son assiette, puis l'a jetée bruyamment sur la nappe. Qu'est-ce que c'est que ce repas ? Même les chiens n'en voudraient pas. C'est acide et beaucoup trop salé, a-t-elle sifflé. Elle a déclaré que je passais mes journées entières au travail, que personne ne savait ce que j'y fabriquais, et que j'étais incapable de préparer un dîner convenable. Elle m'a pointé du doigt, la voix brisée par la colère. Dès que je vois ta tête, j'ai envie de vomir. Je n'arrive même plus à avaler un morceau. Je suis restée figée, serrant mes mains sous la table pour tenter de calmer mes tremblements. J'étais habituée à ces critiques, mais cette insulte gratuite, prononcée aujourd'hui, était comme un coup de poignard en plein cœur. Je cuisine bien, même très bien. La vérité, c'est que Sylvie ne m'a jamais aimée. Elle m'a toujours considérée comme une provinciale, qui avait fait un beau mariage, et qui cherchait maintenant à s'emparer des biens de son fils. Pourtant, dans les faits, c'était exactement le contraire. Je me suis tournée vers Jean. Mes yeux étaient remplis de supplications et de tristesse. J'espérais qu'en tant que mari, il prendrait ma défense. Mais non. Jean, sans quitter son assiette des yeux, engloutissait rapidement son repas. Voyant que la situation dégénérait, non seulement il ne m'a pas protégée, mais il a en plus donné raison à sa mère. « Maman est comme ça, tu le sais bien », a-t-il marmonné, la bouche pleine. « Tu es la belle-fille,
Tu dois être patiente. Puisque maman n'est pas contente, tu pourrais peut-être aller vivre ailleurs pendant quelques jours? Tu attends qu'elle se calme, et tu reviens. Les mots de Jean ont fait l'effet d'une douche glacée. Ils ont éteint la toute dernière étincelle d'espoir, l'espoir d'avoir un mari aimant et attentionné. Mes 3 années de patience, ma sueur, et mes larmes, tout ce que j'avais investi dans ce foyer, se soldait par un exil impitoyable de la part de ma belle-mère, et par l'indifférence cruelle de mon mari. La coupe était pleine. Toute ma soumission s'est effondrée en un instant. Je ne pleurais pas. Étrangement, mes yeux étaient secs. Je regardais ces 2 personnes, assises devant moi, et je sentais qu'ils m'étaient devenus de parfaits étrangers, voire des êtres effrayants. Un léger sourire, amer, s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai lentement reculé ma chaise, et je me suis levée. Ma voix était si calme que j'en fus moi-même surprise. Puisque c'est ce que vous voulez, je pars. Comme ça, je ne vous imposerai plus ma présence. J'ai tourné les talons et je suis allée dans la chambre, laissant derrière moi le regard stupéfait de Sylvie, et l'indifférence de Jean. Ce dîner a marqué la fin de mon mariage tragique. Cette nuit-là, je n'ai pas fait mes valises pour partir immédiatement, comme il l'aurait souhaité. Je suis restée allongée, tournée vers le mur, incapable de trouver le sommeil une seule seconde. J'avais la tête vide, mais le cœur lourd. J'en dormais depuis longtemps. Son ronflement régulier résonnait dans la chambre silencieuse, rendant ma douleur encore plus aiguë. Un homme capable de dormir si paisiblement, juste après avoir chassé sa femme de chez lui, ne méritait pas une once de ma pitié. Le lendemain matin, c'était samedi. Je me suis réveillée tôt, me sentant épuisée. J'avais l'intention de me préparer un café, de manger un morceau, puis de rassembler mes affaires discrètement. Mais, en arrivant dans le salon, je me suis figée. Une conversation étouffée provenait du balcon. C'était Sylvie et Jean. Je t'ai déjà trouvé un excellent parti, chuchotait Sylvie. Elle s'appelle Chloé. C'est la fille d'un grand homme d'affaires. Sa famille est riche, et elle est jeune et jolie. Divorce vite de celle-là, et j'organiserai tout de suite les présentations. Elle a ajouté, avec une pointe de fierté. L'appartement est à vos 2 noms. Mais cette idiote n'a même pas pensé à conserver les documents, ce qui prouve que l'argent vient de ses parents. Lors du divorce, la loi t'accordera la moitié. Tu auras une fortune immense, et une nouvelle femme. Jean a un peu hésité, puis a marmonné son accord. Il a dit qu'il essaierait de me convaincre d'accepter un divorce à l'amiable, afin d'éviter les scandales et de protéger sa réputation au travail. Mes oreilles bourdonnaient, et le sang m'est monté au visage. Les derniers vestiges de respect, et d'amour pour mon mari, venaient d'être piétinés par cette conversation cruelle. Non seulement il me méprisait, mais il complotait pour me voler. Me voler ce qui avait été acheté avec l'argent de mes parents, me considérant comme un simple pion, qu'on utilise puis qu'on jette. La douleur a laissé place à une froide lucidité. J'ai compris que je ne pouvais plus être le petit mouton docile. Si je reculais, mes parents perdraient tout, et je deviendrais la risée de tous. Je suis retournée silencieusement dans la chambre, et j'ai verrouillé la porte. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de Sophie, ma meilleure amie depuis l'université, qui travaillait comme agent immobilier dans une grande agence parisienne. En entendant ma voix, Sophie, encore endormie, s'est immédiatement réveillée. J'ai articulé clairement. Il faut que je vende mon appartement en urgence. À n'importe quel prix, du moment que c'est rapide, et payé comptant. Sophie, stupéfaite, a commencé à me demander ce qui s'était passé. Retenant mes larmes, je lui ai raconté brièvement la trahison de mon mari, et de sa mère. Après m'avoir écouté, Sophie s'est lancée dans une tirade furieuse contre eux, et m'a promis de tout régler en 3 jours. Un appartement dans ce quartier, ça vaut de l'or, a-t-elle affirmé. J'ai justement quelques clients VIP, qui recherchent exactement ce type de bien. J'ai raccroché, sentant une force inédite se répandre dans mes veines. Lorsque nous avions acheté cet appartement, pour faciliter l'obtention du prêt basé sur mon salaire, j'avais insisté pour que Jean signe une procuration générale chez le notaire. Jean,
qui était paresseux et détestait la paperasse, l'avait signé avec joie, me donnant ainsi les pleins pouvoirs pour acheter, vendre ou hypothéquer. Lui et sa mère avaient, bien sûr, totalement oublié l'existence de ce document, qui me conférait un pouvoir immense. Ils me croyaient démuni de tout droit, et incapable de prendre la moindre décision par moi-même. Dans un petit coffre-fort caché au fond du placard, j'ai récupéré le titre de propriété, cette fameuse procuration, tous mes documents personnels, ainsi que mon livret d'épargne, et j'ai tout glissé dans un sac étanche. Ensuite, j'ai calmement rangé mes vêtements, mes produits de beauté, et mes effets personnels dans une petite valise. Je n'ai rien pris de ce qui avait été acheté par Jean ou par sa mère, car de toute façon, il n'y avait rien de grande valeur. En sortant dans le salon avec ma valise, j'ai croisé les regards surpris de Sylvie et de Jean, qui venaient tout juste de rentrer du balcon. « Alors, tu as décidé de vraiment partir » a ricané Sylvie. « Eh bien, bon débarras. Mais ne t'avise pas d'emporter quoi que ce soit de cette maison. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon regard était froid et déterminé. « Je quitte cette maison. Et à partir de cette minute, vous n'oserez plus jamais poser un doigt sur moi. » Je me suis retournée, et je me suis dirigée vers la porte, les roulettes de ma valise claquant sur le parquet. En claquant la porte derrière moi, j'ai quitté cette atmosphère étouffante, qui, pendant 3 ans, avait empoisonné ma jeunesse. Le ciel de Paris était gris, un vent froid soufflait, mais mon âme était légère, et libre comme jamais. Dans cette bataille, j'obtiendrai justice, quoi qu'il en coûte. Je me suis rendue chez Sophie, dans son petit appartement du 11e arrondissement. En voyant mon air épuisé, mais résolu, elle ne m'a posé aucune question superflue. Elle m'a simplement serré dans ses bras, et s'est immédiatement mise au travail. Sophie était une véritable professionnelle. Le jour même, pendant que Sylvie et Jean étaient sortis, la belle-mère à son club de fitness, et le mari dans un bar avec des collègues, elle a organisé une visite. Elle a amené un homme d'âge mûr, très chic, vêtu d'un costume coûteux. J'ai ouvert la porte avec mes clés, et je lui ai fait visiter l'appartement, vantant toutes ses qualités. L'acheteur, un expatrié français récemment rentré au pays, est tombé sous le charme de l'agencement, et de la vue imprenable sur la Seine. Il voulait acheter un logement au plus vite, et n'a même pas négocié. Sophie a fixé le prix à 2,5 millions d'euros, et il a immédiatement accepté la transaction. Il paierait la totalité par virement bancaire, sans avoir recours à un prêt immobilier. Le lundi matin, nous nous sommes retrouvés chez le notaire, l'acte de vente entre les mains. Je sentais mon cœur battre la chamade, mais la main qui tenait le stylo n'a pas tremblé. Le notaire a minutieusement vérifié la procuration de Jean, et a confirmé sa validité. En tant que représentante légale, j'ai signé tous les documents. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de la banque m'informait que mon compte venait d'être crédité d'exactement 2,5 millions d'euros. J'avais ouvert ce compte quelques jours auparavant, et il était exclusivement à mon nom. Tenant le téléphone dans ma main, j'ai senti des larmes me monter aux yeux. Les émotions me submergeaient, l'amertume de mon mariage brisé, un sentiment de fierté, et un immense soulagement. Pour la première fois de ma vie, je tenais entre mes mains une somme aussi colossale. C'était le résultat des sacrifices de mes parents, et de ma jeunesse gâchée. Pour la première fois, j'acquérais mon indépendance financière, et le droit de diriger ma vie, sans avoir de compte à rendre à personne. Sophie m'a tapoté l'épaule, me félicitant d'être enfin libérée de ce lourd fardeau. Nous avons célébré l'événement dans un restaurant chic, en commandant des huîtres et du champagne. Pendant le dîner, j'ai réalisé que ma libération n'était pas une vengeance cruelle, mais plutôt le courage de m'extirper d'un marécage, pour protéger ce qui me revenait de droit. Ces 2,5 millions n'étaient pas que de l'argent. C'était un bouclier, qui garantirait une vieillesse paisible à mes parents, et les fondations de ma nouvelle vie, lumineuse et pleine de promesses. J'ai fait part de mes projets à Sophie. Je devais formaliser juridiquement le remboursement du million d'euros investi par mes parents. Je voulais aussi récupérer, auprès de Jean, toutes les mensualités du prêt immobilier, que j'avais assumé toute seule. Je n'avais pas l'intention de lui prendre ce qui ne lui appartenait pas, mais je ne lui céderais pas un seul centime de ce qui était à moi. La loi serait de mon côté.
Le soir, je suis allée dans un centre commercial. Je me suis acheté quelques nouvelles tenues, ainsi qu'un rouge à lèvres rouge vif. Avant, je n'osais jamais en porter à cause de ma belle-mère, craignant qu'elle ne me trouve vulgaire. En me regardant dans le miroir de la cabine d'essayage, j'ai découvert une nouvelle Hélène. Ce n'était plus la belle-fille soumise, sentant les odeurs de cuisine, mais une femme forte, indépendante, prête à affronter la tempête qui s'annonçait. Sylvie et Jean n'allaient certainement pas en rester là, lorsqu'ils découvriraient que l'appartement s'était volatilisé. Mais j'étais prête pour le combat. Le mardi soir, à l'heure précise où Sylvie regardait habituellement ses feuilletons après le dîner, j'ai décidé de retourner dans mon ancien appartement. J'ai poussé la porte. La télévision, comme toujours, crachait des dialogues absurdes. Sylvie était nonchalamment affalée sur le canapé, grignotant des graines. En me voyant, elle m'a jeté un regard en biais, les lèvres pincées. Jean était vautré sur le tapis, le nez plongé dans sa tablette. Ah, voilà le retour de l'enfant prodigue, a raillé ma belle-mère. Tu pensais tenir longtemps dans la rue? Bon, puisque tu es là, file dans la cuisine laver la vaisselle, pendant que je parle à Jean. Il acceptera peut-être que tu restes. Je n'ai pas répondu, et je me suis avancée calmement vers eux. J'ai ouvert mon sac, j'en ai sorti une liasse de copies certifiées de documents, et je les ai jetés sur la petite table en verre, juste devant Sylvie. L'acte de vente, avec ses tampons rouges et ses signatures, leur a immédiatement sauté aux yeux. Intrigué, Jean s'est levé pour prendre les papiers. En quelques secondes, son visage, d'ordinaire rosé, est devenu d'une pâleur cadavérique. Maman. Elle a vendu l'appartement, a-t-il balbutié. Sa main tremblait, pointant la ligne indiquant le transfert de propriété à une tierce personne. Sylvie lui a arraché le contrat des mains, a chaussé ses lunettes, et a commencé à lire. Son visage s'est décomposé, mêlant horreur et fureur. Elle a bondi, m'a pointé du doigt, et a craché. Qu'est-ce que tu as fait? Espèce d'escroc, de voleuse. De quel droit as-tu vendu notre maison, sans le consentement de mon fils? Je me suis redressée, croisant les bras sur ma poitrine, et je les ai fixés avec un regard aussi froid qu'une lame. Je leur ai expliqué, très clairement, que même si l'appartement était à nos deux noms, l'apport initial d'1 million d'euros provenait de mes parents. J'ai ajouté que les mensualités de 4 000 euros, payées pendant 3 ans, représentaient ma sueur et mes larmes. Je leur ai rappelé l'existence de la procuration générale, que Jean avait signée de sa propre main. J'ai déclaré que l'appartement avait été vendu pour 2,5 millions d'euros, que l'argent était sur mon compte, et que dès le lendemain soir, les nouveaux propriétaires emménageraient ici. En entendant cela, Jean, fou de rage, s'est précipité vers moi, les poings serrés. Mais j'étais sur mes gardes. J'ai reculé d'un pas, j'ai levé mon téléphone, et j'ai activé l'enregistrement vidéo. Touche-moi, et j'appelle immédiatement la police pour agression. Cette vidéo servira de preuve, et tu seras renvoyé de ton travail dans la journée. Jean s'est figé. Son poing est resté suspendu en l'air, avant de retomber lentement. Son visage n'exprimait plus que de la lâcheté. Sylvie, elle, se roulait par terre, pleurant et me maudissant. Elle me traitait de serpent venimeux, qui jetait sa belle-mère à la rue. J'ai ignoré tout ce chaos. Je leur ai annoncé, d'un ton glacial, qu'ils avaient jusqu'à 20 heures, le lendemain, pour rassembler leurs affaires. Dans le cas contraire, ai-je précisé, les nouveaux propriétaires appelleraient la sécurité, et jetteraient tout aux ordures. Sur ces mots, je me suis retournée et je suis partie, laissant derrière moi l'effondrement de 2 personnes qui, autrefois, piétinaient ma dignité avec tant d'arrogance. Le soir suivant, alors que j'étais assise dans l'appartement de Sophie, savourant une tasse de thé parfumé, mon téléphone a sonné. C'était Jean. Dès que j'ai décroché, j'ai entendu à l'autre bout du fil du bruit, des cris, et des insultes. La voix de Jean était paniquée, rauque, et emplie de terreur. Les nouveaux locataires. Ils ont amené des gens, et ils ont changé les serrures. Ils nous ont vraiment mis à la porte. Nos affaires traînent dans le couloir. Maman et moi. Où va-t-on vivre maintenant, hurlait-il dans le combiné. J'ai pris une gorgée de thé,
en appréciant la légère amertume, puis j'ai répondu d'une voix neutre et indifférente. Tu es un homme adulte, Jean. Tu as fait des études, et tu as un travail. Prenez une chambre d'hôtel, ou allez dans un motel, mais arrête de m'appeler, et sors de ma vie. J'ai raccroché fermement, et j'ai bloqué son numéro. Je n'avais aucune obligation de prendre soin de gens qui, sans l'ombre d'une pitié, m'avaient jeté à la rue. L'obscurité s'épaississait derrière la fenêtre, mais dans mon âme, un ciel radieux, plein d'espoir, illuminait tout. Le lendemain matin, Paris m'a accueilli avec de chauds rayons de soleil, qui ont dissipé la morosité des derniers jours. Je me suis habillée avec soin, j'ai opté pour un maquillage léger, et j'ai pris un taxi pour me rendre dans un cabinet d'avocat, recommandé par une ancienne collègue. Le bureau était situé en plein centre-ville, dans un immeuble calme et très chic. J'ai été reçu par Maître Laurent, un homme d'âge mûr, au visage serein, au regard perspicace, et aux manières extrêmement professionnelles. Assise face à lui, je lui ai raconté mon histoire en détail, sans omettre le moindre fait. J'ai posé sur son bureau un épais dossier de documents. Il contenait les relevés bancaires, prouvant le paiement des mensualités du crédit sur 3 ans. Il y avait aussi les preuves du virement d'1 million d'euros, effectué par mes parents sur mon compte pour l'achat de l'appartement. S'y ajoutaient les copies des actes de vente, ainsi que les preuves attestant que ma belle-mère avait détourné les cadeaux de mariage, d'une valeur de 8 000 euros, sous couvert d'un prétendu emprunt. Maître Laurent a soigneusement feuilleté chaque page, prenant des notes dans son carnet. Après m'avoir écouté, il a dressé un bilan juridique très clair. Il a confirmé qu'avec des preuves aussi irréfutables, j'avais la quasi-certitude de gagner le procès pour le partage des biens, lors du divorce. Selon la loi, les biens acquis en commun sont divisés par 2, mais le juge prend toujours en compte la contribution de chaque partie. Le fait que mes parents m'aient donné 1 million d'euros pour l'achat, et que j'ai remboursé seul le crédit, constituerait un argument de poids pour défendre mes droits légitimes. Quant au cadeau de mariage, si je parvenais à prouver qu'il s'agissait de biens personnels, illégalement confisqués par Sylvie, je pourrais soit les récupérer, soit déduire leur valeur de la part revenant à Jean. J'ai signé un mandat, autorisant Maître Laurent à représenter mes intérêts devant le tribunal. En quittant son cabinet, j'ai eu l'impression qu'un poids immense avait disparu de mes épaules. Je savais qu'il y aurait encore de nombreux obstacles à franchir. Sylvie et Jean allaient sans doute essayer de me salir, de me mettre des bâtons dans les roues. Mais j'avais confiance en la force de la justice, et en la solidité de ma préparation. Le jour même, Sophie m'a appelé. Elle m'a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait trouvé l'appartement idéal pour moi, dans une résidence calme, écologique, et parfaitement sécurisée. Je suis immédiatement allée le visiter. L'appartement n'était pas immense, environ 60 mètres carrés, mais il était intelligemment agencé, et doté de 2 chambres lumineuses. Depuis le balcon, on avait une vue magnifique sur un lac pittoresque, entouré de verdure. Le prix, fixé à 800 000 euros, était tout à fait abordable pour moi, même après avoir mis de côté l'argent destiné à mes parents, ainsi que les frais d'avocat. J'ai décidé de l'acheter sans la moindre hésitation. La transaction s'est déroulée rapidement, et sans accroc. Les clés de mon nouvel appartement entre les mains, je me sentais renaître. Je suis allée moi-même au supermarché, pour acheter de jolis objets de décoration, un bouquet de roses jaunes pour la table à manger, et du linge de lit d'un bleu tendre. Le soir, j'ai préparé un dîner simple, mais chaleureux, et j'ai invité Sophie pour fêter mon emménagement. Nous avons bu du vin rouge, et nos éclats de rire ont résonné dans ce nouveau foyer. En contemplant un tableau représentant un paysage, accroché au mur, j'ai senti la paix envahir chaque cellule de mon corps. J'ai soudain compris que le pardon, ce n'est pas tolérer les personnes cruelles. C'est plutôt comprendre ses propres limites, et avoir le courage de se libérer des liens toxiques. Je ne détestais pas Jean, ni Sylvie, au point de leur souhaiter du mal. J'avais simplement utilisé ma raison, et la loi, pour me protéger. Le passé restait derrière moi, et dès demain, depuis cette nouvelle maison, je commencerai à écrire un nouveau chapitre de ma vie, lumineux et empreint de fierté. Une douce lumière matinale filtrait à travers les fins rideaux crème, dessinant des reflets d'encens sur le parquet chaleureux. J'étais sur le balcon, arrosant délicatement une plante récemment achetée,
profitant de l'air frais en ce jour de week-end. Cette vie paisible et libre était exactement ce dont j'avais rêvé au cours des 3 dernières années. Mais cette tranquillité fut de courte durée. La sonnerie stridente de mon téléphone, resté dans le salon, m'a ramené à la réalité. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. Un mauvais pressentiment m'a piqué le cœur. D'habitude, maman appelait le soir, jamais de si bon matin. J'ai décroché, et avant même de pouvoir dire bonjour, la voix paniquée, étranglée de ma mère a frappé mon oreille. Haletante, elle m'a raconté que tôt ce matin, un minibus s'était arrêté devant le portail de leur maison, en province. Ma belle-mère, Sylvie, en était sortie, accompagnée de 3 ou 4 femmes à l'allure patibulaire. Elles n'ont même pas sonné. Elles ont commencé à jeter des pierres sur le portail, en hurlant les pires injures. Sylvie s'était munie d'un mégaphone, et criait, pour que toute la rue l'entende, que j'étais une escroc, que j'avais volé l'appartement de sa famille pour 2,5 millions d'euros, et que j'avais jeté mon mari et ma belle-mère à la rue. Elle insultait mes parents, affirmant qu'ils avaient élevé une voleuse, une fille sans aucune morale. Le récit de ma mère était comme des milliers d'aiguilles, s'enfonçant dans mon cœur. J'imaginais les voisins, rassemblés par curiosité devant le portail, chuchotant et pointant mes parents du doigt. Ma famille était composée de gens simples, de travailleurs honnêtes, qui avaient vécu toute leur vie dans la paix et le respect. Mon père, un ancien instituteur de campagne, avait toujours chéri sa réputation. Et voilà qu'aujourd'hui, on le déshonorait devant tout le village. Maman, en pleurs, m'a expliqué que mon père, entendant le tumulte, était sorti pour voir ce qui se passait. Sylvie s'était immédiatement jetée sur lui, l'accablant d'insultes. Sous le choc de ces fausses accusations, la tension de mon père était montée en flèche. Il s'était agrippé la poitrine, et s'était effondré. Par chance, des voisins bienveillants l'avaient aidé à se relever, lui avaient donné ses médicaments, et l'avaient allongé sur son lit. En entendant ce qui était arrivé à mon père, j'ai senti mes jambes se dérober. Mon téléphone a failli m'échapper des mains. La colère et la haine m'ont noué la gorge. Je ne m'attendais pas à ce que Sylvie tombe si bas, au point de s'en prendre à mes parents, vulnérables et sans défense. Je pleurais, et je demandais pardon à ma mère, m'accusant d'avoir attiré le malheur sur notre maison. Je lui ai dit que je partais immédiatement pour les rejoindre, afin de tout régler. Mais soudain, la voix de mon père a retenti dans le combiné. Elle était faible, mais déterminée. Il m'a ordonné de ne pas pleurer, et de ne surtout pas venir. Il m'a dit qu'il avait vécu une longue vie, et que ce n'était pas les cris d'une bande de femmes qui allaient le briser. Ma mère et lui savaient très bien qui j'étais, et par quelles épreuves j'étais passée. Il m'a rappelé que ce 1 million d'euros, c'était leur argent, et que j'avais pris la bonne décision en le récupérant. Il m'a conseillé de garder la tête froide, de rassembler des preuves, et d'agir uniquement par l'intermédiaire de mon avocat. Il a insisté pour que je divorce, et que je ne retourne sous aucun prétexte dans cet enfer. L'argent, on peut toujours en gagner, a-t-il dit. L'honneur, ça peut se restaurer. Mais si tu ruines ta jeunesse avec ces gens cruels, alors là, nos cœurs seront brisés à jamais. Les mots de mon père ont agi comme un baume sur mon âme, dissipant ma peur et ma panique. L'amour de mes parents était mon soutien le plus solide. J'ai essuyé mes larmes, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai promis à mon père que je ferais exactement ce qu'il m'avait conseillé. J'ai demandé à ma mère de bien s'occuper de lui, de verrouiller le portail, et de ne surtout pas entrer dans le jeu de Sylvie. Qu'elle hurle jusqu'à s'en casser la voix. Et si les choses dérapaient, il suffirait d'appeler la gendarmerie pour trouble à l'ordre public. En raccrochant, j'ai serré les poings. Cette guerre n'était plus seulement la mienne. Sylvie avait franchi la ligne rouge, en s'attaquant à mes parents. Je la forcerais à payer très cher cette bassesse, en utilisant tous les recours légaux à ma disposition. Le lundi, sous une pluie fine, je suis entré dans l'immeuble de mon bureau, vêtu d'un tailleur strict. J'arborais une allure confiante et professionnelle. L'amertume de la veille avait laissé place à une concentration absolue sur mon travail. Notre entreprise est une grande société, située dans une rue très animée de la capitale. Mais à peine avais-je allumé mon ordinateur, que la ligne interne a sonné.
La voix agitée de la secrétaire, à l'accueil, m'a informé qu'une dame âgée faisait un scandale dans le hall, qu'elle hurlait mon nom, et exigeait mon renvoi. Mon cœur s'est serré. Je savais très bien de qui il s'agissait. Sylvie ne s'était pas calmée. Après son échec au village, elle avait décidé de frapper là où ça faisait mal, mon travail, et ma réputation. Je lui ai répondu calmement que je descendais tout de suite. Prenant mon téléphone, j'ai pris une profonde inspiration, et je me suis dirigée vers l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée, j'ai découvert une scène de chaos total. Sylvie, dirigeant ses amis comme un chef d'orchestre, bloquait le passage. En me voyant, elle s'est précipitée vers moi, pointant son ongle verni à quelques centimètres de mon visage, et hurlant pour que tout le hall l'entende. La voilà, cette vipère. Elle a l'air comme il faut, mais en réalité, c'est une voleuse. Elle a volé un appartement de 2,5 millions à son mari, et elle a jeté sa vieille belle-mère malade à la rue. Dans le hall, tout le monde, mes collègues comme les clients, est resté pétrifié. Des murmures ont commencé à s'élever. Des dizaines de regards curieux, et réprobateurs, étaient braqués sur moi. La raison me dictait de ne pas entrer dans son jeu. Une dispute ne ferait qu'entacher la réputation de l'entreprise, et m'humilierait davantage. J'ai reculé d'un pas, j'ai lancé l'enregistrement vidéo sur mon téléphone, et j'ai pointé la caméra sur Sylvie. D'une voix forte et claire, je lui ai demandé de se calmer, précisant que les différends familiaux se réglaient devant les tribunaux, et non ici. J'ai déclaré haut et fort que l'appartement avait été acheté avec l'argent de mes parents, ainsi qu'avec mon propre salaire. Que tous les documents étaient en règle, et que c'était moi qui avais demandé le divorce, après avoir été jeté de chez moi. Voyant que je ne me laissais pas intimider, Sylvie est entrée dans une rage folle, et a tenté de m'arracher le téléphone des mains. Mais à cet instant, les agents de sécurité sont intervenus, s'interposant entre nous. Profitant de l'occasion, j'ai appelé la police, signalant un cas de harcèlement et de diffamation dans les locaux de mon entreprise. 10 minutes plus tard, une patrouille est arrivée. À la vue des policiers, l'ardeur de Sylvie s'est subitement éteinte. Elle a commencé à pleurnicher, tentant de se faire passer pour la victime. Mais les agents sont restés inflexibles. Ils lui ont expliqué qu'un lieu de travail n'était pas l'endroit pour des règlements de comptes familiaux, et que son comportement constituait une infraction à la loi. Ils ont exigé qu'elle et ses amis quittent les lieux sur le champ, menaçant, dans le cas contraire, de les emmener au poste. Sachant qu'elle était impuissante face aux forces de l'ordre, Sylvie est partie, me jetant un dernier regard rempli de haine. La foule s'est dispersée. J'ai remercié les policiers et la sécurité, avant de retourner à mon poste de travail. Dans mon dos, j'entendais encore quelques chuchotements, mais je marchais la tête haute. Je savais que j'étais dans mon bon droit. 3 jours se sont écoulés après cet incident, et ma vie a retrouvé un semblant de normalité. Cependant, je savais que ce n'était que le calme avant la tempête. J'en arrêtais pas de m'appeler, et de m'envoyer des messages. Au début, j'avais bloqué son numéro, mais il a commencé à utiliser le téléphone de son bureau, puis diverses cartes SIM anonymes. Ces messages passaient par toutes les émotions possibles, des menaces et des insultes, puis des plaintes, des supplications, pour finir par me demander une rencontre afin d'avoir une discussion sérieuse. Comprenant que je ne pourrais pas l'éviter indéfiniment, et souhaitant clarifier les détails du divorce, j'ai fini par accepter. J'ai choisi un café très fréquenté, situé au rez-de-chaussée d'un grand centre commercial, ce qui me garantissait une certaine sécurité en cas de réaction agressive de sa part. À 17h précise, je suis arrivé au café, où j'ai commandé une tisane à la camomille. 15 minutes plus tard, Jean est apparu. J'ai eu du mal à le reconnaître. Au lieu de l'employé de bureau toujours soigné, j'avais face à moi un homme au visage creusé. Ses cheveux étaient sales, sa chemise froissée, et de profonds cernes marquaient ses yeux. Il s'est assis en face de moi, les mains agrippées au bord de la table. Son regard était empreint de honte et de pitié. Il a commencé à parler d'un ton plaintif, presque suppliant. Il m'a raconté comment sa mère et lui devaient vivre dans une chambre exiguë et étouffante, en banlieue. Sa mère passait son temps à pleurer, et à se plaindre, l'empêchant de se concentrer sur son travail. Il s'est plaint de la saleté,
des montagnes de linge sale, et du fait qu'il devait se nourrir de nouilles instantanées, ou de plats bon marché achetés dans la rue. Jean m'a attrapé la main. Ses yeux se sont remplis de larmes, tandis qu'il tentait de jouer la carte de la sincérité. Il s'est excusé d'avoir cédé à la colère, et d'avoir écouté sa mère ce jour-là. Il m'a supplié de tout oublier, de retirer ma demande de divorce, et d'utiliser l'argent de la vente pour acheter un nouvel appartement, afin que nous reprenions notre vie commune, comme avant. Il m'a juré qu'il me protégerait, et qu'il ne laisserait plus jamais sa mère me faire du mal. J'ai lentement dégagé ma main de sa paume tremblante, et je me la suis essuyée avec une serviette en papier. Ce geste, froid et distant, l'a stupéfait. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix était neutre, dépourvue de toute émotion, mais chacun de mes mots pesait lourd. J'ai mis à nu l'hypocrisie de ses excuses. Je lui ai dit clairement qu'il ne m'aimait pas, et qu'il n'éprouvait aucun regret pour le mal qu'il m'avait fait. Ce qu'il regrettait, ce n'était pas sa femme. Il regrettait sa servante gratuite, sa machine à gagner de l'argent et à payer les dettes, et il regrettait son souffre-douleur, sur lequel sa mère pouvait passer ses nerfs. Je lui ai rappelé toutes ces années où j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, portant seul les charges financières et les corvées ménagères, pendant qu'il passait ses journées à jouer aux jeux vidéo, ou à s'enivrer avec ses amis. Où était-il, quand sa mère m'a mise à la porte? Il a hoché la tête en silence, quand elle échafaudait des plans pour me dépouiller, afin de le marier à une autre. Jean a ouvert la bouche, le visage livide, lorsque j'ai évoqué son projet d'épouser Chloé. Il s'est mis à bégayer, niant tout en bloc, mais ses yeux fuyants trahissaient ses mensonges. J'ai ricané avec mépris, j'ai pris une dernière gorgée de thé, et je me suis levée. J'ai jeté le billet pour l'addition sur la table, et je lui ai affirmé, d'un ton ferme, que tout était terminé entre nous. Toutes les questions relatives au partage des biens, depuis l'argent de l'appartement jusqu'aux 8 000 € de cadeaux de mariage volés par sa mère, seraient gérées par mon avocat. Je lui ai conseillé de se préparer pour le procès, et de ne plus jamais me contacter. Je me suis retournée et je suis partie, laissant Jean seul à sa table, complètement anéanti et vaincu. Cette rencontre n'a fait que confirmer que ma décision de le quitter était la seule issue possible. En sortant du café, je me suis retrouvée dans le vaste hall du centre commercial. J'ai pris une grande inspiration, pour chasser l'odeur nauséabonde du mensonge. L'endroit était bondé à cette heure-là. Les gens faisaient leurs courses, bercés par une musique d'ambiance agréable. J'allais prendre l'escalator pour descendre au supermarché, au sous-sol, afin d'acheter quelques fruits, mais au moment où je m'approchais, une silhouette vêtue d'une robe bariolée a surgi de derrière une grande colonne. Avant même que je comprenne ce qui m'arrivait, j'ai senti des mains s'agripper à mon bras, avec la force d'un étau. C'était Sylvie. Elle a planté ses 10 doigts dans mon bras. Son allure était négligée, et ses cheveux ébouriffés ressemblaient à un nid de corbeau. À peine m'avait-elle saisi, qu'elle a renversé la tête en arrière, et a poussé un hurlement perçant, un cri à glacer le sang, couvrant même la musique du centre commercial. « Bonne Jean, regardez ça », s'est-elle mise à crier. « Ce n'est pas une belle fille, c'est un monstre. Elle a volé toute notre fortune, et elle a jeté sa belle-mère à la rue, pour qu'elle meure de faim. » En disant cela, elle se frappait la poitrine, feignant de s'évanouir avec une gestuelle très théâtrale. Immédiatement, des dizaines de regards se sont braqués sur nous. Les passants s'arrêtaient, formant un cercle de curieux autour de la scène. Certains ont sorti leur téléphone, et ont commencé à filmer. D'autres chuchotaient, me condamnant du regard. Soudain, Jean est apparu au milieu de la foule. Au lieu de calmer sa mère, et de disperser les badauds, il s'est mis à jouer son propre rôle dans cette comédie. Il a pris Sylvie dans ses bras, versant des larmes de crocodile, et la suppliant de ne pas faire de scandale. Puis, avec un air de reproche, il s'est tourné vers moi, me suppliant à voix haute de rendre au moins une partie de l'argent, pour que sa mère ait un toit sur la tête pour ses vieux jours. Je suis restée immobile pendant quelques secondes, jaugeant la situation. Leurs actions coordonnées, et son apparition si opportune, tout cela indiquait un guet-apens minutieusement préparé. Jean s'était servi de notre rencontre au café comme d'un appât. Il avait délibérément choisi un endroit fréquenté, pour que Sylvie puisse provoquer un scandale, m'humilier publiquement, et me forcer à céder l'argent sous la pression sociale.
C'était un stratagème lâche et abject. Pourtant, au lieu de paniquer, de me justifier, ou de fuir par honte, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai gardé un calme olympien. D'un geste brusque, je me suis dégagé de l'emprise de Sylvie, et j'ai lissé mes vêtements. J'ai sorti mon téléphone, j'ai activé la caméra, et je l'ai braqué sur eux, puis sur la foule. Ensuite, j'ai regardé droit dans les objectifs des téléphones qui me filmaient. D'une voix forte, claire et assurée, j'ai déclaré qu'il s'agissait d'une diffamation orchestrée, dans le seul but de m'extorquer des fonds. J'ai expliqué que j'avais demandé le divorce en raison de violences psychologiques et de fraude financière, ajoutant que l'argent de l'appartement m'avait été donné par mes parents, et que la vente était parfaitement légale. J'ai prévenu Jean et Sylvie que ma vidéo serait transmise à la police, accompagnée d'une plainte pour injure publique. En entendant les mots « police » et « plainte », et face à mon sang-froid glacial, la foule s'est mise à murmurer, et l'ambiance a rapidement changé. Certains spectateurs ont commencé à percevoir la fausseté dans le jeu de Jean et de sa mère. Sylvie a immédiatement cessé de pleurer, et a lancé un regard désemparé à son fils. Jean s'est également troublé, et a reculé. Constatant que leur petite pièce de théâtre était un échec cuisant, j'ai rangé mon téléphone. J'ai rajusté mes vêtements, et, la tête haute, je me suis frayé un chemin à travers la foule. Je laissais derrière moi 2 acteurs pathétiques, devenus, à leur tour, la cible des moqueries et du mépris général. On aurait pu croire qu'après cet incident honteux au centre commercial, la mère et le fils se tiendraient tranquilles. Mais j'avais sous-estimé leur audace, et leur avidité. Le lendemain soir, alors que j'étais assise sur mon balcon, profitant du silence, mon téléphone a sonné. C'était Sophie. Sa voix était teintée de panique. Ouvre tout de suite les réseaux sociaux. C'est l'horreur, ce qui est en train de se passer. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai cliqué sur le lien envoyé par mon ami. Je me suis retrouvée face à une publication qui se propageait à une vitesse folle, sur tous les grands groupes et forums parisiens. La photo principale montrait Sylvie, mais dans un accoutrement totalement différent, elle portait un vieux gilet déchiré, et un foulard sur la tête. Elle était assise sur un trottoir sale, juste à côté d'une poubelle. Son visage était couvert de suie, et ses yeux exprimaient une profonde souffrance. À côté de cette photo, l'auteur avait joint un scan de ma carte d'identité, nos photos de mariage avec Jean, et un très long texte, tissu de mensonges. L'auteur de la publication, se faisant passer pour un simple passant, racontait avoir croisé cette pauvre vieille dame, qui, selon ses dires, avait été battue par sa cruelle belle-fille, dépouillée d'un appartement de 2,5 millions, et jetée à la rue par une nuit glaciale. Dans ce texte, on me dépeignait comme un monstre, qui avait usurpé des documents par ruse, trompé son mari, et pris la fuite avec l'argent. À la fin du message, l'auteur appelait les internautes à me retrouver, à publier mon adresse, et le nom de mon entreprise, afin de faire justice eux-mêmes. En quelques heures seulement, la publication avait récolté des dizaines de milliers de mentions, j'aime, et des milliers de commentaires. En les lisant, je sentais mon cuir chevelu se crisper. Une avalanche de boue, de menaces, et de malédictions s'abattait sur moi. Certains appelaient à retrouver mes bureaux, pour y lancer des œufs pourris. La violence de ce cyberharcèlement était terrifiante. Des frissons ont parcouru mon dos, et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Malgré toute ma préparation, j'étais sous le choc face à une telle infamie. J'ai compris que c'était le coup de grâce de Sylvie, détruire ma réputation, pour m'obliger à capituler. Mais ce moment de faiblesse n'a pas duré. J'ai relevé la tête, le regard déterminé. Je ne les laisserai pas me briser. Je me suis aspergé le visage d'eau froide, je me suis préparé un café très fort, et je me suis mise au travail. J'ai passé la nuit entière derrière mon écran. J'ai fait des captures d'écran des publications, et des commentaires menaçants, sauvegardant également les listes des comptes qui propageaient ces mensonges. Ensuite, j'ai organisé de façon méthodique toutes les preuves en ma possession, la vidéo de mon bureau, où Sylvie se faisait escorter par la police, la vidéo tournée dans le centre commercial, et mes relevés bancaires tamponnés. Ces relevés prouvaient l'origine des fonds utilisés pour l'achat de l'appartement, ainsi que le paiement régulier de mes mensualités de crédit. Au petit matin,
avec des cernes sous les yeux, mais animé d'une détermination sans faille, j'ai transféré toutes ces preuves sur une clé USB. J'ai imprimé les captures d'écran, et je suis parti retrouver Maître Laurent. J'étais prête à riposter. Cette attaque numérique ne signerait pas ma fin. Elle serait le dernier clou dans le cercueil de leurs mensonges, et la preuve ultime de leur culpabilité face à la justice. Cette nuit-là, dans mon nouvel appartement, le silence était si profond que j'entendais les battements de mon propre cœur. Par la fenêtre, les lumières des lampadaires se reflétaient sur la surface paisible du lac, mais en moi, c'était la tempête. Les insultes lues sur les réseaux sociaux tournaient en boucle dans ma tête. Auparavant, j'aurais pleuré, je me serais plainte à mes parents. Mais désormais, je savais que les larmes ne réparent rien, et que la faiblesse ne fait que réjouir ses ennemis. J'étais assise à mon bureau. La lumière de l'écran éclairait mon visage, sec et grave. Je m'étais préparé un thé très fort, tout comme le faisait mon père lorsqu'il devait se concentrer. L'amertume du thé a éclairci mes idées. De manière systématique, j'ai analysé chaque message, et chaque groupe qui relayait ces calomnies. J'ai pris des captures d'écran de tout, les photos trafiquées de Sylvie, les textes diffamatoires, et ma pièce d'identité exposée aux yeux de tous. J'ai créé des dossiers, pour classer les preuves par catégorie, diffamation, menaces, faux profil. J'ai travaillé d'arrache-pied jusqu'à 3 heures du matin, consciente que sur Internet, tout peut disparaître en un clin d'œil. Ensuite, j'ai vérifié une dernière fois toutes les vidéos, et tous mes documents financiers. Tout était clair, net, et irréfutable. Dès le lever du soleil, j'étais déjà sur pied. Ma première étape fut la banque. J'y ai récupéré les relevés certifiés de toutes mes transactions, sur les 3 dernières années, incluant chaque paiement de mon prêt immobilier. Mais surtout, j'avais la preuve du virement d'1 million d'euros, effectué depuis le compte de mon père, avec la mention, pour ma fille, achat d'appartement. Armée de ce dossier, que je tenais comme une épée, je me suis rendue chez mon avocat, Maître Laurent. En examinant les preuves que j'avais rassemblées, il m'a regardé avec un mélange de surprise et de profond respect. Il m'a confirmé que ces pièces constituaient des preuves en béton, qui ne prouvaient pas seulement mon droit de propriété, mais offraient aussi des motifs suffisants pour ouvrir une procédure pénale pour diffamation. Il m'a assuré qu'avec un tel dossier, la justice serait indéniablement de mon côté. Après cette rencontre avec l'avocat, un plan d'action précis a été établi. Maître Laurent a immédiatement déposé 2 plaintes, auprès du tribunal de notre ancien lieu de résidence commune avec Jean. La première plainte concernait le divorce et la séparation des biens, exigeant le remboursement de l'argent de mes parents, ainsi qu'une compensation financière pour ma contribution au foyer. La seconde, la plus décisive, portait sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, injure et atteinte à la dignité, demandant également au tribunal d'examiner les agissements de Sylvie, afin de les qualifier pénalement sous le chef de diffamation. Environ une semaine plus tard, le tribunal a déclaré les affaires recevables, et des assignations à comparaître ont été envoyées à Jean, sur son lieu de travail, ainsi qu'à l'adresse de leur chambre de location. Selon un de mes anciens collègues, lorsqu'il a reçu le document, Jean est devenu blême, les mains tremblantes. Pour cet homme, qui se souciait tant de son image, c'était un coup terrible porté à sa carrière, et à son ego. Quant à Sylvie, en recevant sa convocation pour diffamation, elle s'est littéralement effondrée. Tous ceux qui l'avaient encouragée dans sa campagne de harcèlement en ligne ont mystérieusement disparu. Prenant conscience qu'il risquait de tout perdre, Jean a, dans un élan de panique, engagé un avocat. 2 jours plus tard, son avocat a contacté Maître Laurent, demandant une rencontre pour trouver un accord à l'amiable. J'ai accepté. L'entrevue a eu lieu dans le cabinet de mon avocat. Jean était assis, le dos voûté, n'osant même pas croiser mon regard. Son avocat a d'abord tenté de jouer sur la corde sensible, invoquant les prétendues valeurs familiales, puis il a proposé un marché. Jean acceptait le divorce sans réclamer un centime sur les 2,5 millions, à condition que je retire ma plainte contre sa mère. Il a plaidé en sa faveur, arguant qu'elle était une femme âgée, et qu'elle avait agi sous le coup de l'émotion. J'ai laissé échapper un rire amer. J'ai répondu calmement à son avocat que la justice n'était pas un marché aux puces. Si sa mère s'était souciée de son âge, elle n'aurait pas humilié mes parents,
Elle n'aurait pas fait de scandale sur mon lieu de travail, et elle ne m'aurait pas harcelé sur Internet. Le fait que Jean renonce à l'argent n'était pas une faveur de sa part, mais simplement l'aveu que cet argent ne lui avait jamais appartenu. J'ai déclaré que je n'avais pas saisi la justice par vengeance, mais pour défendre ma dignité. J'ai fixé Jean droit dans les yeux, et je lui ai affirmé, d'un ton inflexible, que je ne reculerais pas, et que le tribunal déciderait de l'issue. L'entretien s'est achevé, et je suis partie, laissant Jean plongé dans le désespoir. La procédure de divorce s'est déroulée bien plus vite que je ne l'avais espéré. Face aux preuves accablantes, et à la solide plaidoirie de mon avocat, la partie adverse s'est retrouvée totalement impuissante. Lors de l'audience de conciliation finale, la tension était palpable dans la salle. J'étais assise aux côtés de Maître Laurent, calme et confiante. Face à moi, Jean semblait brisé et accablé. Maître Laurent a exposé les chiffres avec une clarté chirurgicale. Sur les 2,5 millions issus de la vente, 1 million provenait d'un don de mes parents, preuve à l'appui. De plus, 150 000 € constituaient mes fonds personnels, affectés au remboursement du prêt. Seul le reliquat pouvait être considéré comme un bien commun. Mais l'argumentaire ne s'est pas arrêté là. Mon avocat a sorti une reconnaissance de dette, rédigée de la main de Sylvie, concernant le prétendu emprunt des cadeaux de mariage, d'une valeur de 8 000 €. Il a exigé que cette dette soit déduite de la part revenant à Jean, puisqu'il était solidairement responsable des dettes contractées par sa mère, durant notre mariage. En entendant parler de cette dette, Jean m'a jeté un regard implorant. Il comprenait qu'au final, il ne lui resterait presque rien. Cependant, je suis restée de marbre. Sachant pertinemment qu'une défaite dans cette affaire aggraverait son cas pour le procès en diffamation à venir, Jean a fini par accepter, à contre-cœur, toutes nos conditions. Le juge a fait la lecture de l'accord, et sans la moindre hésitation, j'ai apposé ma signature. À cet instant précis, j'ai senti un immense rocher, qui m'écrasait depuis 3 ans, glisser de ma poitrine. Jean, la main tremblante, a signé à son tour. Les larmes qui s'écrasaient sur la table n'avaient plus aucune importance à mes yeux. Nous étions officiellement divorcés. En sortant du tribunal, sous un ciel dégagé, j'ai pris une grande inspiration, savourant le doux parfum de la liberté. 1 mois plus tard, le procès pour atteinte à l'honneur et à la dignité s'est tenu. Un silence solennel régnait dans la salle d'audience. J'étais assise à la place de la plaignante, sereine et élégante. Sur le banc des accusés, Sylvie, recroquevillée, paraissait terrifiée et misérable, avec Jean assis derrière elle. Lors de son interrogatoire, Sylvie a tenté de mentir, prétendant qu'elle ne savait pas utiliser Internet, et qu'elle avait été piégée, mais mon avocat était prêt. Sur un grand écran, toutes les preuves vidéo ont été diffusées, l'esclandre dans mon bureau, puis la mise en scène pitoyable au centre commercial. Ensuite, il a présenté le rapport d'un expert informatique, certifiant que tous les messages diffamatoires avaient été publiés depuis l'adresse IP de leur chambre de location. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement. Sylvie était incapable de prononcer le moindre mot. Elle a baissé la tête, secouée de sanglots. Le juge a prononcé la sentence. Le tribunal a reconnu le caractère intentionnel de ces actes, et les graves préjudices portés à ma réputation. Elle a été condamnée à supprimer toutes les publications mensongères, à publier des excuses officielles sur les mêmes plateformes, et à me verser 5 000 €, au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral. Cet argent n'était pas une fin en soi. C'était le triomphe de la justice, et la réhabilitation totale de ma dignité, ainsi que de l'honneur de ma famille. Lorsque le coup de maillet du juge a résonné pour clore l'audience, j'ai esquissé un sourire. La tempête était enfin passée. En sortant du tribunal, je suis tombée nez à nez avec Jean. Il m'a rattrapée, et m'a supplié de lui accorder une dernière chance, prétendant avoir tout compris, et se disant prêt à tout pour me reconquérir. J'ai regardé cet homme, qui avait autrefois partagé ma vie, avec une pointe de pitié. J'ai secoué la tête en silence, et je suis montée dans le taxi qui m'attendait, le laissant planté seul au milieu de la rue. Mon passé restait définitivement enfermé derrière les portes de ce tribunal. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller chez le coiffeur. Pendant toutes ces années, j'avais gardé les cheveux longs, uniquement parce que cela plaisait à Jean.
J'ai demandé au coiffeur une coupe courte, moderne et élégante. Les mèches qui tombaient sur le sol emportaient avec elles tous mes chagrins d'antan. Dans le miroir, j'ai vu une nouvelle version de moi-même, jeune, dynamique et pleine de vie. Le jour suivant, j'ai démissionné de mon travail. Même si mes collègues s'étaient montrés compréhensifs et m'avaient soutenu, j'éprouvais le besoin de repartir de zéro. Sur les conseils de Sophie, je suis devenu agent immobilier. C'était un métier exigeant, mais passionnant, et je n'ai pas tardé à y rencontrer le succès. Mes premières commissions furent la preuve éclatante de ce dont j'étais capable, une fois libérée d'une relation toxique. Un soir, j'ai invité mes parents dans mon nouvel appartement. Maman avait apporté des plats faits maison. Mon père, en pleine forme et le teint reprenant des couleurs, inspectait mon nouveau logement avec un regard approbateur. Nous étions assis autour de la table, éclatant de rire, et tous les mauvais souvenirs s'étaient évaporés. Parfois, l'écran de mon téléphone s'allume, affichant des messages provenant de numéros inconnus. C'est très certainement Jean. Sans même les lire, je les efface. J'ai appris à m'estimer, à protéger mes limites, et à laisser le passé derrière moi. L'avenir m'ouvre les bras, avec la promesse d'une vie longue et heureuse, que je construirai de mes propres mains.